Merci à tous les trois d'être parmi nous. Donc effectivement, Fabien Carré-Marionnet, je suis journaliste pour Archimag et j'aurai le plaisir d'animer cette nouvelle table ronde, cette fois dédiée à la gestion des contenus en toute sécurité grâce à des processus adaptés. Pour parler de ce vaste sujet, je suis entouré donc de Caroline Buscal, qui est directrice de Sarda Conseil. Et Bonjour puis, Fabien, bonjour à tous. bonjour Caroline. Et puis Romain Leformal et Gaëtan Pacou, bonjour à tous les deux. Vous Bonjour. êtes Bonjour. directeur marketing au sein du groupe Innovation and Trust. Je vous laisserai éventuellement représenter les organisations que vous représentez si vous le souhaitez. Avant ça, je voulais un peu replanter le décor. Effectivement, quand on parle de confiance numérique et de gestion de contenu aujourd'hui, on pense avant tout au processus de contractualisation. D'ailleurs, juste avant, on parlait d'onboarding client. Je trouve que c'est assez révélateur de l'importance que ça prend, et pour cause, puisque évidemment, c'est synonyme de business pour les organisations. Et ces dernières ont tendance à mettre vraiment l'accent sur une solution qui va garantir la sécurité, qui est la signature électronique. Pourtant, la signature, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, plus que jamais, les organisations ont besoin de pouvoir gérer leur contenu en toute sécurité, en ajoutant aussi de la fluidité et de l'efficacité, mais elles sont généralement démunies des solutions qui leur permettent d'atteindre ces objectifs. Pour illustrer un petit peu ce propos, je voulais partager très succinctement trois cas d'usage, on peut dire, trois pratiques que je constate, soit en interne, soit auprès de nos clients, soit au cours de discussions informelles avec d'autres professionnels, qui illustrent bien, je trouve, un petit peu les écueils que peuvent connaître les organisations. Le premier constat, ça va être l'absence totale de workflow et ou de gestion des droits d'accès aux documents. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'organisations qui sont incapables de dire tel document, il a été mis en ligne par tel collaborateur, il a été partagé avec tels utilisateurs, ils en ont fait tel usage, ils l'ont modifié de telle façon. De la même façon, je suis incapable de dire combien de temps je suis censé garder ce document. Ça pose aussi des problèmes en termes de droit d'accès, puisqu'on a aussi des organisations. Dès qu'un nouveau collaborateur arrive au sein de l'organisation, par défaut, il va avoir accès à tous les documents, ce qui pose des grosses questions et des grosses problématiques en termes de sécurité des données. Rien ne garantit que ce collaborateur, d'ici quelques mois, quelques semaines, il ne va pas rester au sein de l'entreprise et il va partir potentiellement avec des bases de données, des choses comme ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un deuxième constat, effectivement, ça va concerner la réimpression de documents qui constitue une vraie rupture dans la chaîne de confiance. C'est-à-dire qu'on a des processus, typiquement la gestion de contrats. Prenez par exemple un contrat de travail. Je vais l'imprimer pour le signer à la mano. On reviendra dans la séquence suivante sur la législation autour de ce processus. Et puis ensuite, je vais le renumériser. Le problème, c'est que derrière, rien ne garantit que c'est moi qui ai signé ce document. Et de toute façon, je le rappelle ici une bonne fois pour toutes aussi, ce type de signature n'a aucune reconnaissance juridique. Et enfin, C'est ça. un troisième écueil qui est de garder les documents de travail au sein des mails, donc dans sa boîte mail, ou sur les postes de travail. Le problème, c'est que derrière, vous avez aucun processus qui peut être enclenché. Bien sûr, vous pouvez partager à la mano avec les utilisateurs qui vous intéressent, mais ces derniers ne peuvent pas collaborer autour des documents dont vous disposez, ils ne peuvent pas y accéder. Et puis, ça pose aussi des grosses questions en termes de sécurité. Encore la semaine dernière, BFM Business publiait un article qui indiquait que 90% des cyberattaques ciblent les emails. Donc voilà, ce sont trois exemples que j'ai donnés un petit peu, il me semble très représentatifs des risques que peuvent connaître les organisations en matière de confiance numérique, qu'on évoquera juste après d'ailleurs. Avant ça, j'aimerais recueillir un petit peu votre avis, chers experts, en la matière. Quelles sont les tendances que vous observez aujourd'hui en matière de gestion des processus internes et externes? Tu veux que je puisse intervenir en premier en termes de tendance? Vas-y, Caroline. Alors effectivement, moi je répondrais sur deux éléments au niveau de cette question par rapport aux tendances qu'on observe actuellement. Deux éléments qui sont issus en fait de l'enquête annuelle que l'on fait sur la gouvernance de l'information numérique. Donc c'est des tendances, on va dire 2023, qui sont donc complètement d'actualité. La première fait d'ailleurs écho à la conférence d'entrée où Clément Jost animait avec Johan Casianides, c'est sur
les investissements qui ont été faits au niveau numérique, dans le cadre du contexte actuel, qu'il soit national ou international, on a interrogé sur les évolutions au niveau de ces investissements. Et en fait, la réponse a été de nous dire que le contexte n'avait pas d'influence actuellement sur les montants des investissements. Donc, ce matin, Johan parlait de 17 milliards d'euros. Voilà, c'est le chiffre qu'il a évoqué tout à l'heure. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est si le montant lui-même n'a pas évolué, en tous les cas n'a pas baissé. En revanche, il y a clairement une réorientation de ces investissements vers des outillages et des services qui apportent plus de niveau de sécurité ou des niveaux de sécurité supérieurs. Donc, la tendance est de dire les organisations continuent à investir au niveau numérique, mais effectivement, dans leur feuille de route, il y a un investissement autour de la sécurité qui est mis en avant, qui est prédominant par rapport à des choix qui sont faits. Ça peut être sur du cloud, ça peut être, tu l'as évoqué dans le cas d'usage que tu as décrit, sur la signature électronique et la recherche du bon niveau de signature, et effectivement ne pas mettre l'image numérisée de sa signature manuscrite comme une signature électronique, mais vraiment d'investir sur des certificats et des signatures électroniques, quel que soit le niveau sur lequel on a besoin. Donc ça, c'est une premier élément de réponse. Le second élément de réponse, c'est de dire que aujourd'hui, toujours quand on interroge sur les enjeux d'un programme de transformation numérique, il y a deux enjeux parallèles qui apparaissent. Il y en a un qui est là depuis toujours, qui est celui du confort de travail, de l'accès, du partage de fichiers, de l'accès aux informations. Ça, c'est un enjeu permanent, récurrent, tout à fait cohérent, évidemment, par rapport à nos organisations. Mais à côté, il y a un enjeu qui monte fortement depuis quelques années et dont la montée s'est même accélérée ces 2-3 dernières années, c'est celui de la maîtrise des risques en matière de gestion de l'information, où là, ça devient un enjeu essentiel qui est mis en balance, on va dire, c'est un peu comme une balance avec deux plateaux. D'un côté, le partage et l'accès aux fichiers, et de l'autre, maintenant, il y a l'enjeu de la maîtrise des risques. Et il faut arriver à trouver ce juste équilibre permanent, quel que soit le métier ou quelle que soit l'instruction que l'on a à faire. Voilà, en termes d'éléments de réponse, ce que je peux apporter par rapport à la question. Romain, je vous vois approuver. Est-ce que vous voulez compléter un petit peu? Oui, complètement. Ce qu'on peut voir, c'est aussi, et je rejoins complètement ce que dit Caroline, le doux équilibre finalement entre là où se situe le risque et comment je vais me prémunir de ce risque-là avec le bon niveau de sécurité dont j'ai besoin, sans en faire trop, parce que à vouloir finalement être plus royaliste que le roi, on va s'équiper d'outils qui parfois vont nous donner un maximum de sécurité, mais et dans le déploiement et dans la mise en œuvre interne et externe, on va se retrouver avec des complications en termes de parcours, d'expérience client. Donc ça, c'est également un point extrêmement important qu'on voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, je commencerai vraiment par ça, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est plus tant une digitalisation, c'est surtout comment j'optimise ce que j'ai mis en place pour couvrir ce niveau de conformité et faire le lien entre les outils que j'ai mis en place. Et on verra un peu plus loin, c'est que j'ai mis en place un outil de signature électronique pour signer mon contrat de vente. J'ai mis un système potentiellement d'archivage électronique. Puis entre les deux, qu'est-ce qui se passe quand le document doit circuler, quand le document doit potentiellement sortir un petit peu du workflow d'une jet, par exemple, qu'on aurait pu mettre en place. On repasse par des systèmes de mail, on repasse par des systèmes d'impression, on repasse par des systèmes où on va mettre ça dans des serveurs partagés en interne, etc. Et puis finalement, on perd la traçabilité, on perd la valeur juridique du document, on ne sait plus quelle est la bonne version. Et puis, c'est là où est le risque, en fait. C'est là où est le risque d'attaque et le risque de ne plus être conforme. C'est entre les outils qui ont été silotés entre les services. Le meilleur exemple, c'est le contrat qui circule entre le service commercial, le service projet et le service comptabilité facturation, où il y a 3 outils différents. Et finalement, oui, je t'envoie le contrat par mail, etc., etc. Et puis en fait, c'est là où le risque existe. Donc on commence par un parcours complètement dématérialisé et sécurisé. Derrière, on peut avoir des failles, notamment en interne et dans les workflows de l'entreprise et des organisations. Et effectivement, pour compléter ce qui a été dit juste auparavant, la dématérialisation, elle s'est accélérée. On a un contexte qui a fait accélérer la dématérialisation. C'est très centré, les organisations se sont centrées logiquement
sur la partie de contractualisation, d'onboarding du client. Mais le fait d'avoir été stress fileté comme ça n'ont pas forcément pris toute la chaîne en fait de vie d'une relation commerciale, et ils n'ont pas forcément mis en place aujourd'hui toutes les briques permettant d'assurer une chaîne de confiance qui va jusqu'à la fin de la relation commerciale. C'est briques, on reviendra dessus. Merci. C'est vrai qu'on reviendra dessus justement juste après. Avant ça, petite marche arrière. Romain, vous parliez justement des risques associés à ces mauvaises pratiques. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager? Je ne sais pas si éventuellement vous avez des actus, des chiffres parlant pour tout le monde. Alors, j'en ai un très très concret qui est suite à un reportage que j'ai pu voir sur une grande chaîne de télé française sur la fraude à la fausse location de machines de travaux, où en fait, voilà, une entreprise qui louait des tractopelles, par exemple, s'est fait avoir parce qu'il a loué en fait une de ses machines à une fausse entreprise qui a généré des faux cabis. Et la fraude a été très loin puisque le dirigeant de l'entreprise a même rencontré physiquement la personne, a même livré la machine dans un vrai local, sauf que l'entreprise n'existait pas du tout. Le cabis était faux, et forcément, dans ce cas-là, pour un dirigeant, c'est très compliqué de voir le poteau rose, quoi, de découvrir la fraude. Donc ça, c'est un exemple, voilà. Et je crois qu'on parlait de plusieurs centaines de milliers d'euros de préjudice, 300 000 euros, je crois, de préjudice pour cette entreprise-là. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret qu'on pourrait partager et sur lequel, finalement, voilà, comment je peux faire en sorte de me prémunir. Aujourd'hui, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les cybermalveillants leurs techniques se sont vraiment affinées, quoi. Et aujourd'hui, il y a des choses qui existent sur Internet. Par exemple, je vous invite tous à aller voir CarrotPay avec un K. CarrotPay, c'est un site en ligne qui génère des vrais faux bulletins de paye. C'est tellement vrai qu'on récupère des vrais numéros, des vrais taux, voilà, de prélèvement, etc. On est vraiment sur une véritable fiche, sauf qu'elle est entièrement fausse. Donc voilà, il y a des choses aujourd'hui qui existent sur Internet pour pouvoir générer des vrais faux documents et c'est devenu très complexe de venir identifier aussi des documents comme ça qui ont été falsifiés. Donc voilà quelques exemples comme ça que j'ai. Là, on est plus que dans la falsification, parce qu'on est même dans la production de faux documents, donc de vrais faux documents. Voilà. Ouais, parce que ça c'est le type de risque autour de la malveillance, mais il y a aussi les risques qui sont plutôt issus, on va dire, de la négligence. Qui est l'autre volet du risque. Ce qui fait le plus peur en règle générale quand on interroge les organisations, c'est la perte de données. Enfin, la perte de données, il faut s'entendre, hein, c'est la perte d'accès au moment où on en a besoin à une donnée, un fichier, un ensemble de données, un ensemble de fichiers, etc. Et souvent, alors il y a effectivement toute la partie malveillance que Romain a fortement bien illustrée, mais il y a aussi cette partie négligence qui fait que dans le feu de l'action, quel que soit son rôle, sa mission, quel que soit son rôle de collaborateur ou de manager, on va être amené à faire des choses peut-être un peu trop vite ou plusieurs choses en même temps qui fait qu'on va négliger ce point de vigilance indispensable qui va assurer complètement la confiance autour d'un document ou d'un fichier. Alors, ça peut être la mauvaise version d'un document, ça peut être tout simplement le mauvais document que l'on transmet. Il y a aussi toute la problématique des habilitations au niveau des gisements de données, des habilitations pour les ECM, les GED, qui dans certains cas sont soit insuffisamment sécurisées, soit on n'a pas suffisamment encadré par des filtres d'accès à qui ont telle habilitation pour accéder à un ensemble de données. Et dans certains cas, on lui donne des droits dont il n'a pas nécessairement besoin et qui, dans certains cas, a des conséquences. Un droit de modification d'un document, très souvent derrière, il y a le droit de suppression
qu'on n'a pas décoché, on va dire, au préalable, et qui fait que on peut dans ces cas-là être amené à avoir des fichiers qui disparaissent. Non pas qu'on les fait volontairement, hein, c'est pas une malveillance, bien ça aussi, mais pas toujours. Ça peut être tout simplement une négligence. Ça peut être effectivement, et ça c'est le point aujourd'hui le plus critique, c'est effectivement toute cette problématique de rematérialisation de documents pour aller au bout d'une chaîne de confiance. Alors, parler de la chaîne de confiance avec un client, mais il y a tout simplement même la chaîne de confiance avec un salarié. Je vais prendre un exemple que moi, j'ai été amenée à croiser dans un projet d'assistant à maîtrise d'ouvrage qu'on mène au niveau de la digitalisation de la fonction RH. C'est le fait que dans certains cas, des documents ne sont pas toujours signés. Je prends l'exemple de l'évaluation, les évaluations régulières qu'on est amené à faire avec ces équipes. Aujourd'hui, c'est un document qui doit être signé des deux parties, à la fois par l'évalué, mais aussi celui qui évalue, son manager, son N+1 ou la personne de la RH qui est en charge de ce travail-là. Dans un conflit qui peut amener un conflit d'un salarié avec son organisation, si le document d'évaluation n'est pas signé, ou signé que d'une partie mais pas d'une autre, ce document peut devenir une pièce à charge. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on a fait vite et on n'a pas été au bout du process de confiance, et donc on a mis à disposition peut-être à un moment donné d'une instruction un document qui est insuffisamment valable. Donc voilà, donc la négligence humaine, ça fait partie des risques qu'il est utile effectivement de traiter aussi. Et tout ça, c'est aussi lié à un contexte de travail qui est devenu complètement hybride et qui s'est accéléré depuis ces 3 dernières années. On a, je pense, voulu de suite permettre aux organisations de continuer à fonctionner normalement. Donc, on a un peu ouvert les vannes, permettant de continuer le business et continuer la contractualisation sans forcément, au début, s'intéresser à la sécurisation de l'ensemble du processus. Donc, comme le disait Caroline, il y a eu une ouverture qui a été faite un peu rapide par les organisations pour permettre une activité et une continuité en fait des processus. Et aujourd'hui, on est en train de revenir un petit peu en arrière, en tout cas de remettre quelques frontières et des droits d'accès qui soient vraiment identifiés et caractérisés en fonction des rôles des acteurs au sein d'une organisation. Ça, c'est certain. Oui, vous avez parfaitement raison, Gaëtan. Et je reste auprès de vous, d'ailleurs, pour la question suivante. Quelles sont les solutions, justement, qui permettent de remédier à ces problématiques, d'inverser la tendance? On parlait tout à l'heure de l'échange par email, mais c'est un très bon exemple parce que l'email est une source, en tout cas, de perte de confiance. Les emails, quand on se voit des emails dans une organisation, généralement, ils ne sont pas chiffrés et ils ne sont pas signés. Donc, un email qui circule en clair sur Internet, peut être modifié à la volée. On peut avoir des sujets d'usurpation d'identité. Et il existe ce qu'on appelle des solutions, des certificats numériques que vous pouvez intégrer sur vos clients de messagerie, permettant de signer l'email, donc de permettre de confirmer l'intégrité du contenu, de confirmer aussi qui a expédié l'email de façon certaine, et pour des échanges confidentiels aussi, de pouvoir les chiffrer. Parce qu'un email, quand il circule, il arrive sur différents serveurs, il peut être intercepté à la volée, l'information peut ainsi fuiter. Et donc, ces certificats numériques permettent d'assurer une confiance à chacun des étapes des processus. On parlait aussi de rematérialisation. Effectivement, un document que j'imprime, comment je peux savoir, une fois qu'il a été imprimé, s'il n'a pas été photoshopé, une information n'a pas été modifiée? Il existe aujourd'hui des cachets électroniques visibles que vous pouvez positionner sur ces documents qui permettent de scanner un QR code et de vérifier ce qui est écrit sur le papier à côté. C'est tous ces éléments en fait, de certificats qui sont des petites briques que vous pouvez ajouter sur l'ensemble de votre parcours qui permettent d'assurer la confiance du processus de A à Z. Caroline, est-ce que tu vois d'autres solutions au-delà de ces chiffrements, certificats? Alors ça c'est effectivement les réponses techniques qui sont attendues, qui sont en train d'apparaître et sur lesquelles les organisations commencent effectivement à prendre conscience de l'importance que ça a. Moi, j'ai une vision complémentaire de ça, et peut-être plus parce qu'on porte la casquette de la maîtrise d'ouvrage, c'est de dire trop souvent jusque-là, on a réglé des questions sur des demandes de dématérialisation, sur des instructions
ou même des morceaux d'instructions. Donc, on n'a pas eu une vision suffisamment globale de tout le circuit d'une information ou d'un document, quel que soit l'objet même de cette circulation. On a traité le flux entrant, alors on a travaillé sur des chaînes de numérisation, du scanner, des fonctions de reconnaissance de documents, de caractères, enfin voilà. On a travaillé à un moment donné sur l'entrant et on n'a pas suffisamment derrière interrogé le circuit qui va ensuite permettre de diffuser cet entrant plus ou moins suffisamment qualifié vers les bonnes équipes métiers qui ensuite vont devoir instruire. Donc voilà, on a travaillé préalablement souvent de manière partagée. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir, c'est une vision globale. Après, il ne s'agit pas de tout faire en même temps, hein. On peut très bien générer par phase et par étape la construction d'un circuit dématérialisé, mais il faut raisonner circulation. Il faut raisonner circuit à l'intérieur d'une organisation parce que ce qui entre nécessairement aboutira à quelque chose qui sortira. Pourquoi? Parce qu'à une demande d'un client, il va bien falloir répondre. La réponse, elle peut être matérialisée, elle peut être numérique, elle peut être sous forme même d'un coup de téléphone, etc. Ce n'est pas nécessairement un document répond à un document, mais quoi qu'il arrive, au flux entrant, il y aura un flux sortant. Et entre les deux, il y a une circulation qui est liée à l'instruction et qui aboutit, dans certains cas, à signer des documents, faire appel à des signatures et des certificats qui permettent de mesurer toute l'importance du niveau de signature. Mais en fait, une des réponses, quelque part, dans la notion de solution, c'est celle-là, c'est de dire de raisonner sur le circuit de l'information, sur l'instruction que cela sous-tend, et non pas par briques de solutions que l'on veut installer, qui dans certains cas génèrent soit des ruptures, ce que disait Romain, ce que disait Gaëtan, il y a des vides. On n'a pas connecté la GEC, qui est la gestion électronique de courrier, avec l'application métier, ou inversement, on n'a pas connecté l'application métier avec la gestion électronique de documents ou l'ECM. Et donc, du coup, il y a un trou et il faut qu'on récupère le fichier, qu'on le enregistre, qu'on le dépose. Et une fois sur 3, évidemment, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas nécessairement le temps. Donc ça, c'est vraiment un manque que l'on a fait et qui nécessite aujourd'hui de repenser un circuit complet avant de s'inscrire effectivement sur une étape particulière pour laquelle il y a besoin peut-être de démarrer une dématérialisation. Donc voilà, ça c'est une des éléments de réponse qu'il faut avoir en tête. Je pense qu'une des difficultés de cette tendance-là, c'est aussi une réglementation qui elle-même à pousser un petit peu à siloter les choses. Alors, la réglementation, elle est de plus en plus incitative et elle se veut être de plus en plus facilitatrice pour mettre en place ce genre de solution. Mais c'est vrai que on le voit avec l'actualité là qui arrive sur la facturation électronique, tout le monde se précipite sur ce sujet-là. Et puis on va chercher le PDP, on va chercher la bonne solution, etc. Mais il faut bien penser à ce qui se passe en amont de la facturation, comment elle est déclenchée, via quel outil, etc. Puis ce qui se passe après. Sur quelle base aussi, sur quelle base et le paiement, etc. Donc, c'est l'ensemble, et je rejoins complètement Caroline, c'est l'ensemble du processus qu'il faut avoir en tête. C'est la raison aussi pour laquelle, et bon, c'est la suite aussi de la conférence, mais il faut être attentif, j'ai envie de dire, aussi aux prestataires vers lesquels on va se tourner. De manière à s'appuyer sur des prestataires qui vont être capables d'accompagner, j'ai envie de dire, cette scalabilité en matière de confiance numérique. Et parce que parfois, on a envie d'aller chercher soit des pure players, soit des gens qui sont vraiment très axés sur un métier en particulier, mais qui ne vont pas être capables de pouvoir nous aider à grandir, entre guillemets, le spectre. Donc, en termes de solutions, il faut aussi penser une solution sur sa capacité à ce qu'elle puisse être mutualisable sur l'ensemble des services. Ça va être le cas sur du contrôle de pièces, ça va être le cas sur la signature électronique, ça va être le cas sur des solutions de gel ou d'archivage électronique qui vont être capables justement d'agglomérer des besoins qui vont être mutualisables entre des services, même si on peut commencer par un périmètre, mais bien penser qu'on pourra l'agrandir ensuite ce périmètre. D'autant plus qu'on a juste un petit complément par rapport à ce que disait Romain, qui est tout à fait juste, c'est qu'on a aussi des utilisateurs qui sont de plus en plus exaspérés par le nombre d'outils qu'on leur met à disposition. C'est-à-dire que dans certains cas, ils n'envoient pas
les différenciations. Ils ont plutôt l'impression qu'on leur met à disposition des outils qui sont parallèles sur un certain nombre de fonctions et ils sont un peu noyés sur ce qu'ils peuvent utiliser. Donc, il y a aussi le parcours utilisateur. Il y a le parcours client d'un côté, évidemment, mais il y a aussi le parcours de l'utilisateur au quotidien, Complètement. du collaborateur, pour lui expliquer ce fléchage des différentes solutions auxquelles il va devoir être confronté. Et plus on automatise et plus on connecte, plus pour lui c'est invisible et lui il traite son instruction sans se dire je dois déclencher des droits d'accès dans telle solution, puis ensuite dans telle autre, puis dans telle autre. Ça aussi c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Imaginez une personne à la direction générale qui doit signer un marché dans un certain outil, signer un contrat de travail dans l'outil de RH, signer un contrat de vente dans l'outil dans le CRM, avec des interfaces différentes, avec trois logins différents, avec trois manières de signer différentes. Et du coup, et je crois que c'est la question aussi suivante, c'est que ce qui va garantir la réussite du déploiement d'une bonne solution, c'est aussi sa capacité à onboarder l'interne. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ce sont les premiers utilisateurs pour générer, voilà, encore une fois, un contrat en signature. On s'est beaucoup intéressé au côté vision client, effectivement, et peu aux visions internes et au rôle des contributeurs dans l'entreprise. Et c'est là que toutes les failles arrivent, en fait, finalement. Le côté expérience client sans couture a été relativement bien bordé par les organisations. Et tout ce qui se passe en back-office aujourd'hui est un peu encore, en tout cas en devenir, de besoin de sécurité, de besoin de conformité. Et effectivement, on utilise plein d'outils en interne sur différents éléments, mais qui sont aujourd'hui complètement silotés. Et ce qui amène les risques d'erreurs, de fausses manipulations que tu évoquais, Caroline, tout à l'heure, parce qu'on navigue entre des solutions, on enregistre des documents et on le fait tous, même dans on va les dupliquer d'ailleurs, ces documents. On les duplique pour les remettre dans une autre. Voilà, et c'est là où, en fait, où le risque existe. Ensuite, on va les réimprimer, on va les rescanner et les réintégrer dans une autre outil. C'est ça. On a perdu toute la chaîne de confiance finalement. Et justement, on en a déjà un peu parlé. Quels sont les principaux acteurs aujourd'hui dans les organisations qui sont en charge de ces questions de sécurité? Caroline, peut-être en tant qu'experte à MOA. Enfin, il y a effectivement un certain nombre de fonctions qui portent la dimension sécurité. Moi, je voudrais mettre l'accent sur deux fonctions dont l'une en particulier peut parfois être un peu oubliée. La première fonction, je pense qu'on est tous d'accord, c'est la personne qui porte la responsabilité de la sécurité du système d'information, ce qu'on appelle le RSSI dans beaucoup d'organisations. Ceux-là, ils sont au cœur du dispositif, que ce soit pour le dialogue avec l'infra, les choix de solutions, les installations, les accès si on est dans le cloud, quoi qu'il arrive. Voilà, le ou la RSSI, ils sont autour de la table de début au cadrage initial jusqu'à la mise en œuvre parce que ils sont garants effectivement de toute la politique même de sécurité que l'organisation, quelle qu'elle soit, souhaite déployer. Ça, c'est une fonction qui aujourd'hui, quasiment maintenant systématisée dans toutes les grosses organisations, publiques ou privées, et ils sont assez facilement acteurs naturellement, on va dire, de ces projets-là. Il y a une fonction qu'on met un peu de côté ou qu'on va chercher un peu quand c'est compliqué, c'est la fonction de DPO, le délégué à la protection des données. Là aussi, on oublie parfois de les positionner même très tôt dans la démarche projet. On va les chercher. On a le sentiment qu'on en a besoin que lorsqu'on est sur une problématique de qualité de données sensible. Et là, on se dit, oups, il y a le ou la DPO, il faut aller leur poser la question. Non, ces personnes-là, ils ont des compétences tout au long du déploiement d'un projet. Il faut donc les associer très tôt. Ils aident à identifier les points critiques, les familles de données, notamment les données critiques ou les données sensibles, mais pas que les données sensibles. Ils sont aussi là à la manœuvre pour aider à structurer toute la cartographie des données. Ils peuvent émettre des avis, ça c'est important, parce qu'ils peuvent émettre des avis négatifs aussi dans certains cas, si justement c'est pas suffisamment pris en compte. Et puis ils demandent à vérifier certains volets d'un projet autour de la sécurité des données. Ça peut être le mode de traitement, la réemployabilité, la conservation, évidemment l'archivage de données, la purge.
les critères de purge qu'on a tendance un peu à avoir oubliés quand on parlait papier, mais qui sont incontournables quand on est sur du numérique. Voilà. Pour moi, c'est un acteur naturel de la confiance numérique et qui parfois est un petit peu oublié ou consulté que sur des volets très particuliers. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Caroline. C'est vraiment le sujet. En fait, le DPO, généralement, on le contacte souvent pour la partie gestion de ma donnée, je l'archive, je la stocke, je dois la détruire, elle a une vie. Et toute la constitution de cette data qui passe de différents rôles au sein d'une organisation, en fait, on intègre finalement que très peu le DPO, à tort justement, qui lui, effectivement, a un avis en disant sur tel type de données, elle doit pouvoir circuler auprès de tel collaborateur. Tel type de données doit surtout être sécurisé de telle manière, elle ne peut plus bouger, elle doit être figée. Il y a tout des éléments très importants en tout cas à prendre en compte dans le processus. Et le DPO est souvent finalement au bout de la chaîne. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à la remettre au début du parcours, mais au parcours même initial, c'est-à-dire tout entrer en relation. En fait, quelles sont les informations qu'on va faire saisir à un utilisateur sur un formulaire, jusqu'à la partie récupération de pièces, signature et vie d'une relation commerciale. Alors, on peut rajouter évidemment le DSI et les équipes métiers, hein, ça c'est clé, ça va de soi, mais c'est toujours bien de le redire. On peut peut-être rajouter une troisième personne aussi, en tout cas une fonction qui est naissante dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle chez Innovation & Trust les patrons du digital ou de l'innovation. Alors, qui n'ont pas forcément un rôle de sécurité, mais qui vont plutôt avoir la casquette parcours client. Et on le dit depuis le début, hein, c'est cet équilibre entre la conformité et le parcours client, l'expérience client. Et donc, on voit apparaître des fonctions, des services qui vont s'interroger sur le parcours client, l'expérience client, l'innovation, le digital. Et pour nous, éditeurs, intégrateurs, hébergeurs, ils sont importants à intégrer dès le début, s'ils existent évidemment dans l'organisation, parce que c'est eux aussi qui vont être moteurs, c'est eux aussi qui peuvent avoir le budget d'investissement, faut pas l'oublier, et qui ont souvent aussi un rôle auprès de la direction générale. Voilà, et qui vont revenir sur les bonnes pratiques, justement. Donc pour nous, ils sont aussi clés, ces personnes-là dans leur rôle j'ai envie de dire, de prescripteur digital. C'est extrêmement important parce qu'il ne faut jamais dénaturer l'expérience client, même si on recherche de la conformité. Il faut toujours avoir cette balance entre les deux. Parce qu'à force de rechercher trop de conformité, si on dénature l'expérience client, finalement, on perd de business, perd de chiffre d'affaires et perd de développement. Oui, c'est sûr. Si vous avez 350 cases à cocher pour valider que vos données soient exploitées, ça peut être un peu contraignant. On a bien par là, on a tous lâché des parcours parce que on ne savait pas où était le bouton, et sur des sites, même des sites administratifs, amélie.fr, impôt.gouv, etc. La retraite en ce moment, on en parle, donc voilà, donc c'est extrêmement clé. Du coup, on se dit on lâche et je vais appeler directement. Oui, ce qui n'est pas plus pratique d'ailleurs, mais c'est pas forcément on parlait de cas d'usage, alors là on est vraiment dans le concret, je pense que ça parle à tout le monde. Quels sont les 3 conseils et bonnes pratiques à mettre en place pour réussir le déploiement de sa solution? On a déjà parlé effectivement de la nécessaire implication du DPO et des équipes métiers. Est-ce que du coup vous auriez 2 autres conseils et bonnes pratiques à adopter? Il faut vraiment définir quel est le risque, en tout cas, pour pouvoir définir les bons outils et les bons éléments à mettre en place derrière en termes de sécurisation des workflows, des processus. Comme vous le disiez, Fabien, tout à l'heure, si on se retrouve à avoir je ne sais pas combien de cases à cocher pour pouvoir avancer sur un parcours, alors qu'on n'en a pas le besoin final, on perd en fait, en tout cas, la finalité de l'objet qui est de proposer une expérience fluide auprès d'un client. Si je signe un contrat pour un abonnement Internet ou un contrat d'assurance vie, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes solutions, en tout cas de sécurisation et de conformité. Donc ça, il faut bien avoir en tête quels sont les risques associés à mon parcours. Ça, c'est un vrai sujet. Autre conseil, Romain, Caroline, qui veut se lancer? Moi, je veux bien rebondir sur ce que disait Gaëtan, hein. C'est clair que la grille d'analyse de risque, c'est fondamental au préalable. Moi, j'aurais tendance aussi à dire
aux organisations qui vont se lancer de savoir véritablement faire des démonstrations, des expérimentations avant de se mettre à déployer partout, sur tous les métiers, avec une feuille de route très compliquée. Il faut expérimenter, il faut faire des véritables retours de l'expérimentation, vérifier le bénéfice, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a apporté véritablement un plus ou ce qui a été compliqué. Nous, actuellement, on travaille sur des problématiques de la lettre recommandée électronique, par exemple. La lettre recommandée électronique, quand on l'envoie à une organisation, c'est très encadré juridiquement, ça fonctionne très bien, il y a un vrai bénéfice. Mais quand on doit s'adresser à des particuliers, il y a l'obligation de recueillir leur consentement au préalable. Et ça, c'est incontournable. Si on ne fait pas cette démarche préalable, ça fait partie de l'analyse de risque. Et si cette action n'est pas menée, alors l'organisation qui, malgré tout, envoie un courrier recommandé en électronique, indépendamment du consentement ou pas, peut se retrouver dans une situation de porte-à-faux. Donc voilà, il faut savoir aussi expérimenter, démontrer pour embarquer plus largement après des équipes lorsqu'il s'agit d'aller plus loin dans un déploiement numérique. C'est effectivement reprendre les bonnes expériences pour préciser ce que dit Caroline. On parlait tout à l'heure de mutualisation. Quand il y a un outil qui est bien utilisé à un endroit, il pourrait être déployé au sein d'autres services d'une entreprise, facilitant en fait une gestion complète des éléments, et mutualiser et arrêter le silotage en tout cas des outils, des parcours et des différentes expériences que peuvent avoir un client interne ou externe. Moi, je pense qu'un élément important, c'est le désilotage aussi. Hein. Ça, c'est un point clé, à mon sens. Et c'est effectivement essayer de penser l'outil qu'on va implémenter pour répondre à un besoin en particulier, de réfléchir à comment est-ce qu'il pourra, je reviens là-dessus, à être mutualisé derrière. Je pense que ça aussi, c'est une bonne démarche et quelque chose à avoir en tête. Penser tout de suite à des cas d'usage qui pourraient être autres que le contrat. Finalement, quand on fait signer un contrat à un client, on pourrait très bien faire signer avec le même outil un contrat à un partenaire, un contrat à un futur collaborateur. Donc voilà, faut penser aussi à ces cas d'usage qui peuvent dépasser entre guillemets l'usage et la pratique qu'on cherche à atteindre avec cet outil-là, mais se dire ok, demain avec cet outil, je pourrais aussi potentiellement faire telle ou telle autre chose. Donc je pense que c'est important. Et puis je rajouterai la pédagogie et l'accompagnement. Oui. On n'en parle pas assez, mais aussi bien pour les clients, l'onboarding des clients, mais je reviens aussi sur l'onboarding des collaborateurs en interne. C'est extrêmement important parce que c'est eux qui vont être utilisateurs au quotidien de ces solutions-là et qui vont aussi remonter des freins, potentiellement rompre aussi le parcours parce qu'à un moment, ça va être compliqué de mettre une information, de mettre le document ou d'aller chercher, etc. Donc, il faut bien penser à eux. Chez Innovation and Trust, on a aussi des équipes qui accompagnent ce changement en interne au moment où on fait du déploiement de solutions. Nos équipes, dans la phase de formation, notamment, expliquent aussi l'intérêt de telle ou telle solution. Et puis nos équipes de conseil peuvent également le faire. Donc, je pense que c'est extrêmement important de bien onboarder aussi l'interne le plus largement possible, quoi. Ça aussi, c'est un facteur clé de succès. Important. Ça, je suis tout à fait d'accord. J'irais même au-delà de l'onboarding. Il y a aussi le maintien dans le temps. Et très souvent, on embarque les équipes au moment de la mise en œuvre du déploiement. Et puis, on perd de vue le turnover, les changements de fonction, l'arrivée de nouvelles personnes. Et dans certains cas, eh bien, il n'y a pas d'onboarding qui sont faites sur ces nouvelles personnes. Et c'est vrai qu'il faut, enfin, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup. Hein, on privilégie ce qu'on appelle des sacs à dos pédagogiques qui sont du podcast, de la vidéo, etc., qui vont rester sur des espaces dédiés, l'intranet, etc., et qui pourront servir à onboarder les personnes qui, après, arriveront dans le cadre de ce déploiement et qui pourront s'approprier les solutions avec lesquelles ils vont travailler. Donc, effectivement, embarquer les utilisateurs, c'est un point clé essentiel, tout à fait. Et chez Innovation and Trust, c'est un peu notre leitmotiv de placer l'humain au cœur de nos solutions en essayant de travailler sur des interfaces de l'UX, de l'UI qui soient les
à la fois les plus intuitifs possibles, ça c'est pour faciliter l'onboarding des personnes qui ne sont pas forcément aguerries au digital, mais aussi inclusifs, il ne faut pas l'oublier, avec notamment le respect de la norme RGAA, parce que voilà, il y a aussi des populations qui sont en situation de handicap et qu'il ne faut pas oublier en interne comme en externe. Et donc, on donne une importance particulière à ce que nos interfaces soient les plus inclusives et les plus intuitives possibles, pour ces raisons-là. Une toute dernière question pour les 5 dernières minutes. On a commencé avec un tout petit peu de retard. Comment vous intervenez, Cerda Conseil et Innovation and Trust, pour accompagner les organisations justement dans ce projet d'optimisation des processus au service de la sécurité des contenus? Peut-être en 2 mots, nous, on intervient à toutes les étapes possibles, c'est-à-dire on peut être très en amont lorsqu'il s'agit de cadrer le périmètre, le sujet, de donner cette vision d'ensemble que j'évoquais au préalable, un peu le modèle dans lequel une nouvelle organisation va vouloir s'inscrire en termes de gestion de contenu, de travailler avec eux sur cette modélisation et ensuite, fonction de la feuille de route, du plan d'action qui peut être déterminé, et bien de travailler sur les différentes étapes. Ça peut aller du sourcing, de la rédaction de cahier des charges, des spécifications fonctionnelles générales, jusqu'à l'accompagnement du changement, quelle que soit la thématique, que ce soit sur le flux entrant, le flux circulant, le flux sortant. Donc effectivement, on va intégrer des démarches même d'accompagnement du changement qu'on va mutualiser au fur et à mesure du déploiement. Donc voilà, donc on va intervenir sur l'ensemble du circuit si besoin. Innovation and Trust. Oui, alors chez Innovation and Trust, on va pas forcément parler, mais Innovation and Trust, c'est la Digital Factory du groupe Tessi qui regroupe un certain nombre d'activités et de solutions digitales, de confiance numérique, d'archivage électronique et de CM au sens large. Et donc notre leitmotiv, et ça rejoint ce que dit Caroline, c'est vraiment d'accompagner nos clients avec ces solutions technologiques sur l'ensemble de la chaîne et du processus et du parcours, de la collecte de pièces à l'identification, signature électronique, des outils de confiance qui vont permettre justement, par de certificats, d'horodatage, de cache électronique visé tout à l'heure, pour pouvoir compléter des dispositifs internes de sécurisation, jusqu'à l'archivage électronique pour laquelle on intervient aussi à 14h avec ma collègue. Donc vraiment, notre credo, c'est vraiment d'apporter à nos clients une boîte à outils de confiance dans lequel le client va pouvoir piocher pour dire là, j'ai besoin à un moment donné, par exemple, de sécuriser mon portail client de connexion. Je vais pouvoir, par exemple, mettre à disposition utiliser un certificat SSL. Des certificats SSL pour pouvoir sécuriser ce site internet. J'ai besoin à un moment donné de prouver qu'un flux est passé par chez moi ou d'un serveur à un autre serveur. Je vais pouvoir mettre aussi des certificats ou des services d'horodatage qualifiés pour pouvoir prouver qu'un flux est bien passé chez moi. Donc, on parle de ce genre de solution. Et ce qui est très important pour nous, c'est la notion de tiers de confiance. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais de s'appuyer sur un partenaire fidèle de confiance, quelqu'un qui va être capable de vous accompagner sur l'ensemble de vos problématiques de confiance numérique et de sécurisation de vos processus et de vos parcours avec cette boîte à outils de confiance sur l'authentification, l'identification, la fiabilisation documentaire et la sécurisation de ces flux et de ces transactions. Ainsi que l'archivage, bien sûr. Et ainsi que l'archivage comme brique finale de la chaîne. Voilà. Merci à tous les trois. Alors justement, Romain, vous l'avez rappelé, je vous donne rendez-vous à 14h pour la séquence dédiée à l'archivage, lors de laquelle Innovation and Trust interviendra de nouveau. On a plusieurs questions qui sont aussi arrivées sur l'archivage électronique. Je suis désolé, on ne va pas avoir le temps de les prendre, mais n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois à 14h ou à retrouver nos experts sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour poser toutes vos questions. Je suis sûr qu'ils sauront vous accueillir dans des bonnes conditions. Merci à tous les trois en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez. Bonne journée à tous. Au revoir.